Monsieur Christian Constant est avec nous ce matin. Attention, ça rigole pas, hein. Ils ont traduit avec Monsieur Candebord les recettes du grand cuisinier Auguste Escoffier. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? Eh bien, ça sera une patate douce cuite sous la cendre. Tout le monde n'a pas un barbecue, tout le monde n'a pas une cheminée à la maison. Donc, je vais faire voir comment on peut la cuisiner au four. Avec du magret. Et Voilà. ça
avec Yves. Gilbert Montagnier qui s'attaque au répertoire de... Qui réinterprète les chansons du grand Gilbert Bécaud qui nous quittait il y a tout juste 15 ans. Un Gilbert peut en cacher un autre. Gilbert Montagnier chante en Gilbert Bécaud. C'est très étonnant, vous verrez. Et puis un homme qui me fait rêver, que j'envie tellement, enfin j'envie surtout sa vie. Il s'agit de Monsieur de Kersauzon, Olivier de son prénom, qui est avec nous ce matin et qui publie un joli livre, Promenade en mer et étonnement heureux. Tout est dit dans le titre. Oui, Sophie, c'est un journal de son ressenti, de ses humeurs et de ses impressions au fil des mers et des océans qu'il traverse. C'est beau, Cet homme-là est capable de prendre son bateau pour faire 1500 km simplement pour aller admirer un coucher de soleil. Et moi, je dis bravo. Alexandre, bonjour. Bonjour, ça vous fait rêver, ça. Ah, ça me fait rêver. Oui. Ah, ça, c'est sûr. Nous voyons dans votre œil que ça vous fait rêver. Alors, d'abord, bonjour tout le monde, beaucoup de caniches ce matin sur nos réseaux sociaux. D'abord, un clin d'œil qui nous arrive de Cécile de Rouen avec cette image des années 50 aux États-Unis avec ces caniches. On appelait ça à l'époque les caniches à sa mémère, un petit peu, ce qui est exactement cette image-là, années 50 américaine. Et alors, beaucoup de questions pour Christelle. Alors là, il va falloir que vous soyez très convaincante, Christelle, parce que Françoise me dit courir avec la migraine, impossible. Marie-Pierre, avec sa photo qui chante ce jour-là pour le mariage de son fils, me dit quand j'ai la migraine, je ne peux plus bouger, je marche tellement lentement, me comprime la tête avec les bras, c'est une épouvante. Également Isalin, dont la photo est un petit oiseau, impossible de voir clairement avec la migraine. Comment voulez-vous courir? Douleur insupportable. Est-ce que c'est ce petit oiseau? C'est un rouge-gorge. Eh ben, il est tout à fait charmant. En tout cas, elle nous dit, je veux bien écouter vos conseils ce matin, Christelle. Donc, ils sont très attentifs. Un peu de Montagnier qui chante du Bécaud? Allez. Quand tu danses devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme. Ne t'es pas quand tu danses devant moi. Alors, Christelle, vous allez nous démontrer que le running, c'est-à-dire le footing, quoi, peut être efficace contre certaines pathologies, dont la migraine. Dont la migraine, absolument. Si vous faites partie des 7 millions de Français qui souffrent régulièrement de migraine, eh bien, voici peut-être une alternative au traitement classique. Il s'agirait du jogging. En clair, pour limiter les crises, il faudrait chausser les baskets. Alors, ce sont des conclusions d'une étude sérieuse qui a été publiée dans une revue scientifique qui fait autorité. Les auteurs ont divisé 80 volontaires migraineux en 3 groupes. Le premier groupe devait prendre des antidouleurs, le deuxième groupe faire des exercices de relaxation et le troisième groupe devait courir 3 fois par semaine, minimum 40 minutes. Résultat, les joggeurs se portaient beaucoup mieux au bout de 3 mois. Ils avaient moins mal à la tête, ils avaient une meilleure qualité de sommeil et un stress diminué. Des résultats qui n'ont pas été retrouvés dans le groupe qui faisait de la relaxation et dans le groupe qui avait des antidouleurs. Alors, l'explication, eh bien, quand on court, on fabrique nos propres antidouleurs et lorsque l'on court, on élimine certaines toxines qui pourraient être impliquées dans l'apparition de ces migraines. Alors, donc, c'est des fameuses endorphines qu'on exactement, libère. les endorphines antidouleurs et antidépressives aussi, on en parlera après. Alors, après la théorie, voici la pratique avec Anne, qui, elle, s'est vraiment libérée en quelques années de toutes ces migraines grâce au jogging. C'est un reportage de Laura Lequiertier. Anne est migraineuse comme 11 millions de personnes en France. Mais elle a trouvé une solution il y a 4 ans, courir. La course à pied, j'y suis venue tout simplement pour me sentir bien, pour être en forme. Et c'est devenu un mode de vie. Je me suis rendu compte en effet que c'était de plus en plus espacé, les crises de migraine, de moins en moins fortes. Et ça a tout simplement disparu. Les symptômes, c'était comme un étau. Ne plus supporter la lumière du jour. Il fallait pas me parler, les enfants pouvaient pas faire de bruit. C'était quand même très, très pénible. La course à pied est d'ailleurs conseillée à certains patients, comme ici, aux urgences céphalées de l'hôpital Lariboisière de Paris. L'intérêt de l'exercice physique et de la course à pied, on sait que ça va libérer un certain nombre d'hormones, notamment l'endorphine. L'endorphine contribue au bien-être et à la diminution de l'anxiété. Or, l'anxiété est un facteur associé à la migraine. Et donc, effectivement, si on joue sur cet aspect-là, on va diminuer la fréquence des crises. Mais sachez que pour obtenir des résultats, il faut courir très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Une activité que ne pratiquait pas Anne il y a encore 4 ans. Avant, pas du tout. Zéro, rien. Et maintenant, tous les jours. Les maux de tête reviennent très vite si je ne suis pas à l'extérieur à faire du sport, en effet. J'essaie de m'octroyer un jour de repos, mais pas de sport. Une journée, c'est pas possible. On
on conseille aux patients migraineux de pratiquer régulièrement une activité physique pour limiter la fréquence des crises. Mais si elles sont vraiment fréquentes, c'est pas suffisant et on ajoute habituellement un traitement prophylactique médicamenteux. Anne n'a pas eu besoin de poursuivre ses traitements. Avec 1h30 de jogging quotidien, cette adepte du triathlon a banni les antidouleurs de sa trousse à pharmacie. Donc ma petite mini trousse à pharmacie se compose des toutes petites choses style arnica, vraiment du basique. Je peux dire que je n'ai plus de migraine. C'est exceptionnel, vraiment. Non, je peux même pas dire que j'en ai. Très honnêtement, je n'en ai plus. Prêt à enfiler vos baskets? Sachez que si le jogging se révèle parfois efficace, il peut aussi déclencher des migraines chez certaines personnes. N'hésitez pas donc à demander conseil à votre médecin. Donc efficace contre les migraines, mais pas que. Contre la dépression. Contre la dépression, et ça a été montré aussi dans plusieurs études scientifiques qui ont montré qu'effectivement, les personnes qui faisaient de jogging régulièrement avaient les mêmes résultats que ceux qui prenaient les antidépresseurs, les nouveaux antidépresseurs qui sont très à la mode en ce moment. Sauf qu'un an après la première prise de médicaments ou le début du jogging, eh bien, ceux qui avaient couru étaient encore en meilleure forme, alors qu'un tiers de ceux qui prenaient les antidépresseurs avaient rechuté. Autre chose, rappelons que ce soit pour les antidouleurs, pour la migraine ou pour les antidépresseurs, il n'y a pas d'effet secondaire, Sophie. Donc, vous voyez, on a pratiquement les mêmes résultats et on n'a pas d'effet secondaire. Alors, le antidépresseur, c'est toujours grâce aux endorphines? Voilà, endorphines. Alors, même du plaisir, alors, on dit. Et puis d'autres, il y a la sérotonine, il y a des sécrétions comme noradrénaline, neurotransmetteurs qui agissent dans l'humeur. Donc, vraiment, c'est toute une histoire, vraiment l'implication d'hormones et de neurotransmetteurs. Aux idées reçues, moi j'ai mal au genou par exemple, vous dites que courir fait du bien aux articulations. Si vous avez des articulations qui vont bien, c'est-à-dire que vous n'avez pas une pathologie, si l'articulation elle est bien anglée, eh bien si vous faites du jogging, contrairement à ce que l'on dit, on n'use pas les articulations en faisant du jogging, bien au contraire. Pourquoi? Parce que le cartilage s'use avec la sédentarité. Si vous ne faites rien, vous abîmez vos cartilages. Si vous faites du jogging, en particulier du jogging, c'est vrai que vous allez, avec les chocs, eh bien, nourrir ce cartilage. Les aliments, les nutriments qui vont venir des os vont venir nourrir ce cartilage qui protège justement la tête de l'os. Alors comment on sait si on a une articulation en revanche, si vous avez une articulation qui est abîmée, le fait de faire l'exercice en articulation, ça peut être un problème. Voilà. Mais encore, pas certain, parce qu'on peut vous recommander une rééducation, par exemple pour le genou, de bien muscler les quadriceps et les disques jambiers pour qu'après, vous ayez l'articulation dans le Alors, question, est-ce qu'il n'y a que le jogging qui produit ces effets-là? Par exemple, la natation, 2-3 fois par semaine, on libère aussi des endorphines. Alors, la natation, s'agissant du travail cardiovasculaire, c'est excellent, c'est exceptionnel. Je pense que c'est certainement la meilleure activité pour le bloc cœur-poumon. En revanche, en ce qui concerne les articulations et les os, la natation n'est pas très intéressante dans le sens où vous n'avez pas de choc, donc vous n'allez pas augmenter votre densité osseuse, vous n'allez pas limiter l'ostéoporose. Ce sont les chocs qui augmentent la densité osseuse. Exactement, ce sont les chocs qui vous permettent de fabriquer de l'os, parce qu'il faut bien réparer après les chocs, donc on fabrique de l'os. Ceci étant dit, quand vous faites de la natation aussi, vous tirez avec les ligaments sur les os, donc c'est bien, mais c'est pas aussi bien que le jogging. On peut juste rappeler cancer du sein, puisque nous parlons d'un phénomène extraordinaire. Ce sont les femmes qui pratiquent beaucoup de l'activité, le jogging. 3,5 millions de femmes courent très régulièrement. Et on sait maintenant que le jogging est un médicament que l'on peut prendre en parallèle des chimiothérapies, évidemment, on ne va pas arrêter, mais c'est un médicament que l'on intègre maintenant. Comment aller courir quand on suit une chimiothérapie? Très important, quand on est suivi, il y a maintenant la CAMI, vous pouvez aller voir la Fédération des sports contre le cancer, et c'est vrai que ça agit et ça diminue de 50%, écoutez bien, 50% les risques de récidive du cancer du sein, ça diminue la fatigue. Donc évidemment, tout ça est à voir avec votre oncologue. On ne fait pas ça n'importe comment, mais l'activité physique pendant la prise de chimiothérapie, de radiothérapie, ça potentialise les résultats de la chimio, la radiothérapie, ça vous permet de limiter la fatigue et ça divise. S'agissant du cancer du sein uniquement, un peu pour le cancer du côlon aussi, les récidives de 50%. Juste, vous dites que quand on n'a pas envie d'y aller parce qu'on est fatigué, qu'on a peur d'avoir mal, ces effets-là disparaissent au bout de combien de temps de pratique? Absolument. Si vous êtes en bonne santé, que vous avez envie de faire du jogging, moi-même j'ai un peu mal au dos, j'ai un peu mal au genou quand je fais du jogging, 3 semaines. Laissez-vous 3 semaines. 3 semaines à raison de combien de fois par semaine? 2 fois par semaine. De toute façon, je pense qu'il faut vraiment raisonnablement en faire 2 fois par semaine. Laissez-vous 3 semaines et vous allez voir, vous allez d'abord devenir accro. Vous allez envie d'y aller, c'est tenace. Vraiment, vous allez avoir envie
Ah oui, c'est Karine, tenace. notre rédacteur chef, qui s'est mise au jogging il y a combien de temps? 2 ans? Il y a 2 heures. 3-4 ans, elle me dit qu'elle est toujours pas accro. Oh si, elle est accro, elle court le matin à 7h du matin avant tout le monde, elle se c'est lève ce à qu'elle 6 nous heures. raconte. Elle se lève à 6 heures pour aller courir avant de venir à l'antenne. oui, Elle c'est est ce qu'elle dit, carrément ouais. Damien, accro. vous courez? Je suis comme vous. Enfin, honnêtement, je me force, mais je ne prends aucun plaisir à Vous courir. courez quand C'est même. un enfer, j'aime pas ça, franchement. Alexandre, vous courez pas du tout, ça je le sais. Ça dépend après qui. Enfin, Moi, oui, oui, ça non, je dépend. marche, moi, Oui, rapide. des fois, il attrape. Moi, écoutez, en tout cas, moi, je vous propose une chose après avoir... Parce que vous doutiez après avoir écouté Christelle, vous essayez, puis vous nous racontez, on en reparlera un petit peu plus tard. Je voudrais m'adresser aux fans de caniche, parce qu'ils sont excessivement nombreux ce matin. On a du courrier pour Yves Layani, du courrier de Michel avec la photo. 3e caniche pour Michel. Après Charlie et Sucrine, c'est Doucine. Chien super intelligent, gentil avec les enfants, très affectueux. Et elle me dit, il n'a plus la cote, c'est dommage. Et puis elle est Paola qui dit, j'adore les caniches. Caniche nain, abricot, femelle. Pendant 17 ans en tout cas, c'est un chien très fidèle. Vous êtes toutes fans de caniches. Yves, je n'ai pas de chanson sur les caniches. Je remets à chaque fois mon cocker, j'ai rien d'autre. Il recycle ses Bah oui, larmes. bah qu'est-ce que vous voulez? Voilà. J'ai pas de caniche. On aurait pu avoir aussi Charles Basset. Hein. On a quand même évité ça. Charles Basset. Ça fait du bien le matin. Alors, le caniche, chien hyper intelligent, fait de plus en plus d'adeptes. Initialement, c'était un chien de chasse. Et oui, le caniche, on le sait trop peu, c'était un chien de chasse. Donc c'est un chien qui convient tout à fait aux personnes migraineuses qui veulent courir avec un chien. Il C'est un chassait chien... quoi, le caniche? Il chassait le canard. canard. Et Canard. caniche, dans caniche, il y a le début de canard. Ah ouais. Et c'est l'origine de son nom. Hein, on dit poodle en anglais, voilà, et ça veut dire aussi. Voilà. Donc ce chien est un chien d'eau. Et si je vous parle de ce chien d'eau, c'est qu'en ce moment, c'est le salon nautique. Donc tous les passionnés de bateaux devraient se passionner de caniche. En plus d'être hyper intelligents, ce sont des chiens très, très affectueux et qui conviennent à tout type de personnes, car justement, ils sont dociles, ils sont faciles. Alors, pour en parler, rien de tel que des familles passionnées, eh bien, regardons-les. Longtemps considéré comme un chien de mamie, un peu ringard, le caniche s'offre un retour en grâce. Avec son allure unique, son caractère joyeux et son intelligence remarquable, il reste l'un des chiens de race les plus populaires au monde. Et parmi les 4 tailles de caniche, le toy, le plus petit d'entre eux, est aujourd'hui très tendance. Le caniche est une race ancienne qui date du temps des rois, puisque sur les tableaux, on peut voir le barbet, qui est l'ancêtre du caniche, qui était un chien de chasse au canard, d'où le nom caniche. Petit à petit, le barbet s'est affiné pour devenir le caniche actuel, donc qui est un chien plus élégant, plus fin et plus petit, mais qui peut toujours chasser le canard quand même. Avec un physique proche de son illustre ancêtre, le caniche royal est à l'inverse du toy le plus grand des caniches. Moins connu que ses petits cousins, c'est un chien de compagnie robuste et obéissant. Pourquoi le caniche royal? Je suppose que c'était dû effectivement à ce côté très élégant que le caniche a, et il a une façon de se porter qui est probablement royale. Ça fait 30 ans que mon mari et moi sommes passionnés par les caniches parce que c'est un chien d'une beauté exceptionnelle. Il est sociable, il perd pas son poil et il s'adapte à toutes les situations. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Le caniche a été une race très très populaire pendant des années et des années, parce que c'est un petit chien qui n'a pas d'odeur, qui est hyper intelligent, qui est très affectueux, donc qui est rempli de qualités. Donc tout le monde voulait un caniche à une époque, ça durait au moins pendant 50 ans. Mais ces dernières années, qu'il soit grand, moyen, nain ou toy, le caniche était passé de mode, en partie à cause de son image de roquet. Le caniche a été décrié assez souvent comme un chien à mémère, parce qu'il était souvent très gâté, un peu trop proche de ses maîtres, il pouvait avoir tendance à mordre, à avoir un mauvais caractère. Mais maintenant, les caniches étant plus rares, on a beaucoup sélectionné le caractère, et maintenant on arrive avec des chiens très équilibrés. Côté entretien, les longs poils ondulés de ce chien ont besoin d'être brossés et toilettés régulièrement. On toilette le caniche une fois par semaine. On le brosse avec une brosse comme ceci pour donner du volume. Et pour être sûr de ne plus avoir aucun nœud ni bourre, on se sert du peigne en fer. En appartement ou en maison, en promenade ou même en vacances, le caniche est heureux partout, à condition que vous lui accordiez du temps. Et du plus petit au plus grand, ce roi des chiens s'adapte à tous les propriétaires. Il est d'une obéissance extraordinaire. Et je dirais même que pour des gens qui n'ont jamais eu de chien, c'est peut-être la race idéale. Il est tellement docile que ça pose aucun problème pour son éducation pour des gens qui n'ont jamais eu de chien.
Ah, ils ont quand même de très très jolies coupes de cheveux. Hein. Ah oui, et moi je rêverais d'avoir les mêmes. Regardez par exemple Jackson. Ouais. Jackson, il n'a pas la coupe caniche à pompon, il a la coupe scandinave. Regardez ce pelage. Mais il est énorme ce Jackson. Je ne savais pas qu'il y avait des caniches aussi gros. Eh bien, c'est un grand caniche. Il n'est pas gros, il est grand. C'est un grand caniche. Et figurez-vous que les rois de France, à l'époque, car c'est un chien de l'époque des rois de France, avaient des chiens blancs. Et c'était les seuls autorisés à avoir des caniches grands de couleur blanche. Et donc, ce sont des chiens qui sont extraordinaires. Regardez ce toilettage, ce sont d'authentiques sculptures. Et évidemment, quand on a une toison pareille, eh bien, on a tout un vrai bonheur à l'entretenir. Parce que c'est ça ce qui fait la beauté du caniche. Mais alors, on s'enfonce hein, quand même. Vous voyez, il y a du volume, tout ça. Il y a là. du volume, c'est moelleux, Voilà. c'est agréable à caresser. Et c'est un chien, quand vous marchez dans la rue avec un chien comme ça, je vous garantis que vous ne passez pas inaperçu, Sophie. Oui. Alors que votre DJ, on regarde en bas, on se demande qu'est-ce que c'est que ce truc par terre. Là, on dit Je Charles. vous interdis de parler de ma DJ comme ça. Ce n'est pas un truc. Déjà. Alors, Bon. celui-là est champion de France. C'est un Alors, mâle Ah oui. Glam. c'est un mâle. Glam est un garçon, c'est le champion de France des caniches. Alors, regardez Pourquoi cette... il est champion de France Eh ben, champion de France. De parce- toilettage Ah bah, De sa taille Standard de la race. D'accord. Voilà, ok. sa taille, sa couleur par rapport au standard de la race. Et vous voyez que sa maîtresse donc Doucement, hein. l'a entretenu pour qu'il soit tout à fait esthétique. Mais on oublie, Sophie, que derrière cette esthétique, il y a des chiens qui ont des aptitudes intellectuelles énormes. Vous qui C'est-à-dire adorez les chiens intelligents, Oui. vous devriez Pas que d'ailleurs. vous intéresser à confier à votre DJ Alors, de par temps en exemple, temps un caniche. Oui, mais Madidjet a de grandes aptitudes intellectuelles. Il est capable de faire quoi il sait faire des règles de 3, il a une philosophie. Voilà. À quoi vous jugez ces aptitudes Un intellectuelles caniche, déjà, à la base, sa première aptitude, c'est un chasseur. Le caniche, à la base, chassait les canards. Oui. Après, maintenant, c'est plutôt un chien de compagnie. On peut lui apprendre tout un tas de choses. On peut faire de l'agility. De l'agility. On peut faire de l'obéissance. On peut lui apprendre tout un tas de choses au caniche. Il est hyper réceptif. Pendant longtemps, Sophie, les caniches étaient des chiens de cirque. S'ils étaient des chiens de cirque, c'est qu'on leur apprenait des tas de tours. On leur apprenait à sauter, à marcher sur des tonneaux, à faire des tas de choses rigolotes. Donc le caniche, maintenant, ce n'est plus du tout un chien de mamie, comme on l'a cru autrefois. Maintenant, c'est un chien qui est branché. Quand vous avez un caniche, vous attirez l'attention parce que vous avez beaucoup d'efforts à faire pour que votre caniche soit tout le temps beau. Et ça, c'est un signe de qualité. Et c'est un chien qui perd très peu ses poils, c'est vrai Damien. Et c'est important parce que certaines personnes sont allergiques. Et pour ces chiens-là, qui sont descendants du barbet, eh bien, ils sont connus effectivement pour ne pas perdre leurs poils et en plus de ne pas avoir d'odeur corporelle. Vous savez, il y a certains chiens qui sentent vraiment fort. Eh bien, le caniche ne sent pas fort. C'est un Et chien. ceux-là sont nains, alors, j'imagine. Alors, Si vous donne avez des- le caniche nain et Ouais. le blanc, c'est le caniche toy, encore plus petit. Et le donc, vous voyez, pour tous les gabarits, vous avez des chiens pour toutes les personnes, pour tous les gabarits. Ceux qui veulent voyager beaucoup, ils ont intérêt à se tourner vers les petits caniches. Ceux qui ont un grand jardin, qui veulent se faire du jogging pour éviter la migraine, eh bien, qu'ils prennent un grand caniche. Ok. Alexandre. Et en plus, vous l'avez dit, Yves Layani, c'était des chiens de cirque. Regardez les images qui viennent de Brisbane en Australie. Non seulement, et en plus, ce sont d'excellents danseurs. Regardez, dès que vous mettez de la musique à un caniche, regardez ce que ça donne. Regardez un petit peu. C'est pas la classe, ça. Voilà, une vidéo, merci, qui nous a été signalée par Marie-Caroline de Reuil-Malmaison. Sophie, pour accueillir notre invité, alors là, j'avais que l'embarras du choix. Sur les jolies chansons de mer, j'ai sélectionné celle-là. Je rêve d'eau, Ah bah oui. mais d'océan à l'océan, Pêcheur. au sud des vivres de pêche. Alors, Monsieur de Carsozon est notre invité ce matin. C'est un marin, bien sûr, on le connaît, c'est un homme de médias, mais c'est aussi un écrivain. On avait été très séduits par ses précédents livres, dont le très beau Ocean's Song. Exactement, Ocean's Song, Je ouais. trouvais que c'était un très très joli livre. Venez là, cher amiral. Merci de nous rejoindre. Alors, il nous a fait Mademoiselle. l'amitié de passer par Paris, parce que quoi, vous y êtes très très peu. Hein, Heureusement. Dès que vous sortez de votre Polynésie, vous allez en son Bretagne. passeport, son Et passeport d'ailleurs, dans la poche. c'est assez, J'assume, hein, le toujours prêt. hein. c'est assez amusant d'ailleurs dans ce livre, donc promenade en bord, En bord de mer et étonnements heureux, l'édition Voilà. du Cherche-Midi. Vous établissez un parallèle entre la Polynésie et la Bretagne. Il y a beaucoup Je suis de pas le points premier. communs. Je suis pas le premier à faire ça, Gauguin. Ouais. Le synthétisme, il y a entre les lumières bretonnes et les lumières de Polynésie,
des instants fugitifs, fugaces, mais qui se ressemblent. Et c'est vachement émouvant d'ailleurs de tout à coup avoir au milieu de l'Arsenal à Brest une sensation de Polynésie, ou d'avoir en Polynésie, hop, de façon brève, hein, comme un moment de Bretagne qui disparaît aussitôt, enseveli dans la tropicalité de l'endroit. Donc c'est vachement bien. c'est dans les lumières, dans les Oui. lumières, les couleurs, Oui. la couleur de la mer, la lumière qui... Oui, c'est voilà. la lumière, oui. Et puis c'est peut-être parce que la Bretagne a ça. C'est presque une île. Brest, c'est presque une île. Et le fait d'être très entouré de mer donne aux instants qu'on vit une densité différente, une espèce comme s'il y avait une sorte de sérénité, de protection, voilà. Alors, vous êtes capable de prendre votre bateau en Polynésie pour aller observer un coucher de soleil, et je me dis quand même, lui, il a réussi sa vie quand même. Être capable de vivre comme ça, de prendre son bateau juste pour la fugacité d'un instant. J'ai toujours trouvé que c'était... Voilà, la vie, c'est pas un dû, c'est une chance. Moi, j'ai toujours pensé ça. Donc, à partir du moment où on est vivant, il paraît très bienséant, bien élevé, poli, de bon ton, comme dirait maman, de bon ton, d'aimer ça, et de profiter de cette vie, et de se donner du mal. C'est comme en amour. En amour, on aime et puis on chérit. Eh bien, je crois que sa vie, quand on l'aime, il faut la chérir. Il faut chérir ses levées de soleil, il faut chérir les lumières sur des fleurs, il faut chérir ça, parce que c'est toute la densité et les moments forts de la Alors vie. c'est l'âge et l'expérience qui apportent ça. Vous avez toujours été comme ça, dans Moi le profiter de l'instant comme vous le faites aujourd'hui. Alors est-ce que c'est les êtres qui disparaissent, les êtres chers qui disparaissent, Florence Artaud par exemple, dont vous dites beaucoup de bien dans ce livre et qui vous manque? Ouais, mais par exemple oui, j'ai des gens que j'ai... Moi, j'ai pas l'amitié facile, mais je l'ai réelle. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vraiment bien aimé les gens que j'ai aimés. Et le drame de vieillir, c'est d'avancer dans un désert où il y a de moins en moins de gens. Les gens qu'on a aimés ne répondent plus, ils sont plus là, quoi. Et moi, je pense souvent à tous ces visages avec qui j'ai passé, justement, parce qu'ils savaient tous vivre aussi. Ils savaient tous profiter de l'instant et chanter l'instant, c'est ça. On voulait justement, Olivier, profiter de votre présence pour rendre hommage à Florence Artaud, qui nous a tragiquement quittés en 2015 dans un accident d'hélicoptère. Vous commencez votre livre en lui rendant hommage. On va voir quelques images de Florence Artaud et vous nous direz quelle grande navigatrice elle fut. Regardez. Bonjour, je m'appelle Florence Artaud, je suis navigatrice et ma passion et ma vie, c'est de courir les océans sur des multicoques en course. J'ai jamais eu d'émotion aussi forte que celle que j'ai pu avoir en mer. Ce qui m'a attirée dans la mer, c'est avant tout un besoin de liberté, un besoin d'aventure, un besoin de solitude. La seule chose que je recherche dans la vie, c'est l'amour. Il y a plus de chances de se faire mal en faisant du bateau que participer à un championnat du monde de ping-pong. Enfin bon. Vous dites, lorsque je pense à Florence Artaud, je pense à un personnage de roman. Oui, elle était un personnage de roman. Elle avait l'aisance, le panache, le goût du rire, un mépris amusé, mais jamais hostile, et une vraie joie de vivre. Elle vivait à fond sa vie, quoi. C'est ça qui me plaisait. Elle ne faisait pas d'économie, quoi. Ouais. C'est moi qu'on puisse dire. Ouais. Mais c'est vraiment sympa, je trouve que c'est... Et puis, ce que j'ai trouvé très étonnant, moi, c'est cette intelligence féminine adaptée au monde de la compétition masculine. Parce qu'elle gagnait la route du Rhum contre Poupon, Perron et tout ça, c'est pas un truc... il faut avoir le niveau, quoi. Et elle avait l'espèce de vraie acuité intellectuelle, quoi, qui faisait d'elle un marin complètement hors pair, quoi, donc sympa et tout. Il y a eu quelques mois l'inauguration, je crois, de la digue Florence Artaud. À Brest, ouais. Olivier, à Brest, ouais. Ouais, mais c'est marrant qu'on en parlait avec le maire de Brest après cette inauguration. Ça nous a laissé un moment de vide. Parce que le moment où c'est des trucs... les commémorations sont faites pour que... là, on a senti l'absence, quoi. C'est très détonnant. Mais moi... Il y avait Poupon, Philippe Poupon, je vois, non? Ce jour-là?
Oui. autour de vous. Il y avait Terlin, il y avait le maire de Brest. Elle a tout de suite été acceptée par ces marins qui devaient quand même être assez misogynes, j'imagine. Pas du tout. Mais enfin, c'est encore des légendes. Ah bon? Mais il y a pas plus. Nous sommes des êtres délicieux. C'est vrai? Donc je suis momentanément le représentant sur votre plateau. Mais je n'en doute pas, je n'en ai jamais douté. Les marins ne sont pas misogynes du tout. Ah bon? Le problème, c'est qu'ils n'ont peut-être pas. Non, ils n'ont peut-être pas toujours le vocabulaire. Quand vous êtes en mer, naviguer, et vous vivez beaucoup de temps, ou dans la solitude, ou dans un monde d'hommes, vous n'avez pas obligatoirement les bonnes attitudes et le vocabulaire pour parler aux femmes. Ouais. Et c'est souvent, beaucoup plus souvent, ça aura été de la timidité que de la misogynie. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça me convient. Mais je sais bien, j'imagine. Alors, de la Polynésie, moi j'ai bien aimé ces pages sur l'état d'esprit là-bas. Plus que n'importe qui, ils adoptent le carpe diem, quoi. Vous dites là-bas, il y a une expression qui résume l'état d'esprit, c'est pas grave. On a l'impression que rien n'est grave, tout glisse. Non, mais je prends un exemple. Vous faites une mauvaise manœuvre, ou je ne sais pas, avec votre camion, vous pétez un rétroviseur en Polynésie. Le mec, il va sortir, il va se marrer et dire c'est pas grave. En France, vous menacez de mort cette fois, insultez votre mère, vos voisins de palier et maudire votre chien. Donc le problème n'est pas le même. Il y a aussi une espèce de. En Polynésie, comme souvent les pays tropicaux, les gens savent que rien ne dure. Et comme rien ne dure, tout compte. Et comme tout compte, on fait attention à la façon dont on vit et dont on la respecte. C'est ça qui est très touchant aussi. C'est ça qui est fort. Moi, j'adore la Polynésie. Moi, j'y vis parce qu'en plus, c'est des lumières de gloire. Comme c'est les pays... Moi, j'ai passé beaucoup de temps en Bretagne, dans le Grand Sud, près des glaces, tout ça et tout. Et pouvoir profiter de ces jours qui ressemblent tous les jours au printemps et à l'été, c'est formidable. Vous rendez hommage aussi, Olivier, dans votre livre, à Jacques Brel, qui a décidé d'aller mourir aux Marquises, à 1200 km de Tahiti. On vous propose un petit document et après vous nous direz justement, je crois que vous êtes très respectueux et très admiratif du choix qu'a fait Brel. Regardez, document, Jacques Brel. Mais il n'y a pas de fuite. C'est une envie d'aller plutôt. Je constate que j'ai 45 ans mais que je rêve comme quand j'avais 15 ans. Ce devait être un tour du monde, mais voilà. Aux Açores, la maladie s'arrête d'abord. Touché au poumon, Brel revient en Europe se faire opérer Brel, et repart dans ce en mer. livre, Olivier, vous dites que vous êtes admiratif justement du choix qu'il a fait, parce que c'était pas son île. C'est pas tellement le choix, c'est le comportement dans le choix. La dignité. Quand Brel a décidé de vivre et de mourir aux Marquises, ça a été fait avec une élégance et puis une densité très forte. Et je me souviens, j'étais à la pêche avec des jeunes marquisiens, j'avais un Belge avec moi à bord, et on pêchait, et puis à un moment donné, on parle, on a fini de pêcher, le Belge dit Brel, il est belge aussi, comme moi. Et les marquisiens le regardent et lui disent non, Brel, il est marquisien. C'est-à-dire qu'il était devenu de ce pays, et par l'amour donné, comme on devient français dans la Légion par le sang versé. Et je trouve cette part de Brel, cette partie de cet homme qui... Moi, je ne suis pas trop musicien, pas trop chanteur, mais j'aime les gens qui ont de l'âme. Brel, il y a de l'âme. Mais vous l'avez côtoyé, Brel? Vous l'avez connu là-bas Non. À cette période-là? J'avais quitté depuis longtemps quand il est arrivé là-bas. Alors, vous parlez des Marquises. D'abord, c'est très loin de la Polynésie. Vous y allez en bateau et vous dites que c'est quand même une terre assez hostile. Il n'y a pas de lagon, il y a une montagne, il n'y a pas de plage. Choisir les Marquises, c'est quand même un choix particulier de sa part. Oui, mais je crois que c'est le choix des gens. Il y a une Marquise. La Marquise, c'est l'Équateur, c'est le sud. Donc, c'est très près de l'Équateur. C'est vraiment au milieu du monde, de nowhere. Distance, c'est à 600 000, 1200 km de Tahiti et 2000 et quelques kilomètres de... Un choix particulier, un choix rugueux. Vous avez choisi Tahiti, l'eau turquoise, c'est cool comme choix. Moi, je suis un jouisseur définitif. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que moi, j'ai choisi cette Polynésie bleu ciel qui m'enchante parce que moi, j'ai connu beaucoup les mers noires et vertes. Les mers denses de Bretagne l'hiver, du Cap Horn. J'ai passé beaucoup de temps sur ces mers-là. Alors, la mer faite pour jouer, tout bleu ciel joli et tout, c'est vraiment sympa aussi. Non là, les marins du Vendée Globe, là, ils sont dans ces mers en ce moment très grises, très sombres. La descente. C'est terrible. Les premiers froids, la descente de l'Atlantique, l'entrée dans le sud, là. Puis
En plus, en général, le Sud vous fait savoir que vous êtes rentré chez lui. Donc il y a correction quand même. Non, mais ce qu'est en train de réaliser Armel Lecléac, là, qui est Ah oui, en vachement tête, bien. il a 5 jours d'avance sur les autres. Là, c'est un truc de dingue. Je sais pas Non, comment. non, sur Thomson, il a 100 et quelques mille. Mais sur l'ensemble de la flotte, lui et Thomson ont une énorme avance. Mais surtout, Lecléac, c'est le 2e tour du monde qu'il enfile comme ça, bord à bord, en tête, je sais pas quoi. Il a une énergie folle. Et puis, il y a mon ancien bateau, là, qui tourne autour du monde aussi, qui est Sodebo, qui est en train de faire le record en multicoque solitaire avec Coville. Il faut le faire, ça. Multicoque solitaire, c'est 24 nœuds. Multicoque, tu te trompes, t'es mort. Mais vous, le jouisseur extrême, ça vous manque pas la course, l'adrénaline de la course Ça me manque, non. Vous savez pourquoi? J'ai une chance énorme d'être content. Mais je suis content de la vie que j'ai. C'est-à-dire, c'est nouveau ça. Hein. Non, j'ai souvent été content. Souvent été content. Ouais. Mais là, j'ai navigué jusqu'à 65 ans. J'ai commandé. J'étais le plus vieux skipper du monde. Aujourd'hui, je commande plus, mais j'ai plus la force physique non plus. Donc ça me manque. Si, j'aimais bien, mais ça me manque. Je suis pas non plus là physiquement accroché au quai en train de pleurer en disant je veux partir, sinon je serais parti. Voilà. Donc il n'y a pas non plus de. Mais c'est vrai que parfois, quand je suis seul, que je pense à ça, ou quand je vois des images de Coville où il parle et je vois la souffrance, l'effort et tout, et que je me rappelle ce que j'ai vécu, j'ai un petit pincement parce que moi j'ai aimé ce métier à la folie. Mais ayant beaucoup reçu, je trouverai toujours, on en revient à ce que disait maman, malséant, de mauvais ton, de se plaindre ou de regretter. Très souriant, Olivier de Kersauzon. Philosophie de la vie. Je trouve alors souriant. La Polynésie a un effet vraiment positif. Hein. C'est vous qui me faites du bien. Donc c'est publié au Cherche Midi, c'est un joli livre. Alors vous parlez aussi de l'Hermione et de cette aventure incroyable d'avoir construit ce bateau. Vous parlez de ce paquebot, juste un mot là-dessus, cet énorme paquebot, la Harmony of the Sea. Ça vous plaît ce genre de truc là qui navigue sur la mer, qui mesure 330 mètres de long sur je ne sais combien d'étages? Si les gens sont heureux dessus, faut pas être snob. Alors donc c'est un Olivier de Kersauzon, tout sourire alors. Hein, non, pas transformé. Non, j'ai toujours été comme ça. Mais je fais mon coming out en gentillesse. C'est ça. C'était pas le cas. La bienveillance, retour. Voilà. On adore en tout cas. Bon, Olivier, vous restez avec nous, vous allez goûter, si ça vous fait plaisir, hein, la recette de Christian Constant. Mais c'est pas mal aussi hein, de goûter de bonnes choses. Et puis nous allons écouter Gilbert Montagnier qui s'attaque au répertoire de Bécaud. Alors, en fait, c'est pas vraiment nouveau. Ces deux-là se sont toujours adorés. Gilbert Montagnier a eu envie de devenir chanteur parce qu'un jour, il a entendu une chanson de Gilbert Bécaud à la radio. Et surtout, lorsqu'il avait 11 ans, Gilbert Bécaud faisait un de ses 33 Olympias. C'est le recordman des participations à l'Olympia. Donc en 62, Gilbert Montagnier a 11 ans. Ses parents, du côté de Ménilmontant, n'ont pas beaucoup d'argent, rue des Pyrénées. Sa maman va avec Gilbert Montagnier à l'Olympia et lui demande vraiment de la laisser rentrer avec son petit garçon, juste pour une chanson. L'ouvreuse cède, elle le laisse rentrer. Gilbert Montagnier ressent la moquette, ressent le bois des fauteuils, ressent le velours et surtout entend Gilbert Bécaud chanter au piano. Et là voilà, une vocation est née. Ils ne se quitteront plus. Ils vont beaucoup se voir jusqu'à la fin de Gilbert Bécaud, qui est parti, qui nous a quittés. Ça fera exactement 15 ans, le 18 décembre prochain. Et puis il y a eu un inédit à un moment. Juste après On va s'aimer, Gilbert Bécaud et Gilbert Montagnier ont enregistré un duo. Ce duo, pour des problèmes de maison de disques, n'est jamais sorti. Gilbert Montagnier a pu le retrouver et l'a mis dans cet album, Gilbert chante Bécaud. Écoutez, alors, vraiment, ce qui est très étonnant là, c'est que ça reste du Gilbert Montagnier. Il s'est attaqué, il a réinterprété, c'est là l'apanage des grands interprètes, repris l'œuvre de Bécaud pour en faire du Montagnier. On y va. Et maintenant, Quand il était tout petit, ses chansons ont ensoleillé ses nuits. et maintenant, C'est donc tout naturellement que, 15 ans après sa disparition, il a décidé de lui rendre hommage. Aujourd'hui, Gilbert chante Bécaud. et maintenant. J'ai vraiment eu envie de rendre hommage à Gilbert parce que ça a fait partie des 3 chanteurs français qui m'ont donné envie de chanter à moi quand j'avais 10 ans. Il y avait Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Gilbert Bécaud. C'est en septembre. Un jour, maman m'a emmené à l'Olympia le voir.
Et sauf que maman, on n'avait pas de blé, on n'avait pas d'argent du tout, donc elle a essayé de nous faire entrer gratos. Mais la caissière, elle ne voulait rien savoir. Elle dit, non. Donc maman a insisté, un tempérament méditerranéen, on va dire, donc elle a bien insisté. Et la caissière lui dit, écoutez, avec le petit, vous rentrez, un titre, et puis vous dégagez. Donc on est entré à l'Olympia. C'est incertain. Qu'est-ce que Beko incarnait pour vous dans votre enfance? Une énergie, on l'appelait Monsieur 100 000 volts. Moi, ça me faisait marrer. Je trouvais que c'était beaucoup, quoi, 100 000 volts. Et un jour, je me suis pris le doigt dans une prise de courant, c'était du 110 volts, et je me suis dit, mon Dieu, 100 000, ça doit être quelque chose, quand j'étais môme. Et puis, il y avait un sens du populaire. C'était un artiste qui avait des très belles mélodies, des textes fantastiques, et en même temps, très populaire, très, j'allais le dire, abordable. Voilà. Moi, j'aime bien les gens abordables. Et qu'est-ce qui a fait, selon vous, qu'à la fin de sa vie, les gens l'ont un petit peu délaissé pour peut-être mieux le retrouver maintenant? Non, mais je suis très heureux que vous parliez de ça, parce que moi, ça m'a fait de la peine. Je trouve qu'il n'a pas eu l'amour qu'il méritait à la fin et après. L'indifférence est le que tu as petit coup d'indifférence. Je vais vous faire une confidence, c'est que quand j'ai enregistré cet album, encore une fois, ça n'a jamais été aussi facile pour moi. Il n'y a eu aucun problème et en plus, je sentais son âme tous les jours en studio. Avec vous? Ah oui, et je sais qu'il a été d'accord avec ce que j'ai fait. Je te vois comme le grand Beko, mais raconte-moi ton ciel, c'est quand il fait chaud. 30 secondes, Fred, derrière. Que ma vie est belle. Un duo inédit quand on est musicien, donc on réentend la voix de Gilbert Bécaud qui chante en duo post-mortem, bien évidemment, avec Gilbert Montagné. C'est vrai que Gilbert Bécaud est mort un petit peu dans l'indifférence. Son dernier Olympia, c'était pas plein. Moi, j'y étais, son dernier Olympia, juste avant qu'il ne décède. Ça faisait mal au cœur de voir l'Olympia à moitié vide. Aujourd'hui, c'est bien de voir tant de chanteurs, Alice Donna, Pascal Danel, Adamo, et aujourd'hui Gilbert Montagné, qui lui rend cet hommage, un hommage assez, vraiment bien réussi, parce que justement, on redécouvre toutes ces chansons qui font partie de notre ADN, qui font partie de notre enfance, interprétées par Gilbert Montagné, qui n'imite pas Bécaud, qui fait vraiment quelque chose d'original. Gilbert chante Bécaud, un formidable cadeau pour Noël. Merci Fred. Alexandre, puis on va en cuisine. Un appel à témoins, peut-être vous avez aux alentours de la quarantaine, peut-être il serait temps de penser à organiser votre future retraite pour éviter de faire des erreurs. Aurélia Bloch vous propose de vous présenter un expert lors d'un tournage. Vous nous téléphonez au numéro qui va s'inscrire dans un instant. Voilà, le 01 56 22 49 49 pour préparer sa retraite. Comment éviter de perdre de l'argent. Merci pour tous vos appels. C'est la dinde. Toi, t'es la dinde, nous, on est les marrons. Est-ce qu'on mange bien en Polynésie? Sûrement. Olivier, on mange bien? On mange bien à Tahiti? Ouais, poisson cru, tout ça, Ouais, c'est bon. poisson cru, mariné, citron, Non, moi, je mange cru. lait de coco. Ouais, j'aime bien... Moi, je bouffe chinois. Hein. Enfin, je bouffe avec chinois. des baguettes tous les jours. Ouais. Ma femme est chinoise. Ah bon? La misère, ayez pitié de moi. Alors là, c'est pas vraiment du chinois. Alors vous avez choisi dans les recettes d'Escoffier des trucs du Sud-Ouest. Vous voulez, des recettes du Sud-Ouest avec du magret de canard. Des recettes faciles à réaliser. Comme on disait tout à l'heure, si on n'a pas de barbecue, si on n'a pas de cheminée, pour mettre cuire sous la cendre, tout simplement, ou un four tahitien, je pense qu'ils font aussi à Tahiti, dans la terre ils cuisent. Pareil. Et là, je mets ça au four, directement. Ouais, mais alors il n'y a pas le goût du fumé de la cendre. Non, mais on aura un petit goût quand même de peau qui va être concentré puisque ça ne sera pas cuit à l'eau. Ouais. Donc là, je le laisse 1h15. Après, une fois cuit au four, 1h15, 1h30. Ouais. La patate douce, je vais la couper en deux. Je vais extraire la chair et réaliser une purée. D'accord? Ouais. Voilà, tout simplement. Je vais la mettre dedans. Et je vais rajouter, comme sur le livre, un peu de jus d'orange et du beurre. Voilà. D'accord.
assez vite. Donc, Escoffier, il la faisait aussi légère, la purée, ou est-ce que vous les avez rendues plus légères, ces recettes, quand même? Disons il y avait tendance à charger un peu en beurre, en crème. En crème. Alors, on rajoute un tout petit peu de beurre et du jus d'orange. Voilà. Ah, le jus d'orange, ça va Voilà. pas trop sucré? Non, Déjà, non, c'est non. doux, la patate. Oui, mais ça va amener, vous savez, comme ça sera cuit un petit peu au four, Ouais. ça va amener cette léger parfum d'orange, quoi. Parce que la patate douce, c'est quand même un peu neutre. Voilà, donc j'obtiens une purée. Ensuite, je la passe légèrement. Et voilà, la purée qui a été finie, réalisée. Ouais. J'ai cuit mon magret pendant 5-6 minutes. Alors, au côté four, pot. Côté pot, toujours, Pour faire sans matière grasse. réduire le gras. Voilà, sans matière grasse. Et ensuite, je coupe tout simplement. Donc, vous le faites côté pot dans une poêle, Ouais. et ensuite au four, vous le laissez combien de temps? Ouais, 7-8 minutes. Thermostat combien 6-7. D'accord. Voilà, pas trop puissant. Et après, vous le laissez reposer pour que les sucs se répartissent. Voilà, on remet un petit peu au four légèrement et puis on le tourne de temps en temps. Et ensuite, on le coupe en deux, tout simplement. Après, si on le veut un peu plus cuit, un peu moins cuit, c'est suivant vos goûts, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Après, j'ai réalisé aussi avec des patates douces, des pommes gaufrettes. Ouais. Comme vous savez, c'est fait avec la mandoline. Ouais. Après, j'en mets quelques-unes là. Si vous voulez m'aider, Sophie. Vous voulez que je vous aide? Bien sûr. D'accord. Voilà, pendant ce temps, si ça vous fait plaisir. Je sais que vous êtes une bonne cuisinière. Ouais. Non? Bah oui, je sais. Ouais. Voilà. On les prend délicatement. Alors Voilà. ça, vous les réalisez comment? Vous les mettez au four? Alors, et, les pommes gaufrettes, on va les tailler à la mandoline ou comme des chips et à l'huile, Ouais. à la friteuse. Voilà. Ouais. Bon, le magret, il a été assaisonné. J'ai fait un petit jus de canard. Ouais. Voilà. Comment vous faites le jus de canard? Alors, je déglace le magret avec un petit peu d'échalote, un peu de carottes, oignons, un peu d'ail et à l'eau, vraiment réduit parce que la graisse du canard va amener un petit jus et je monte Mais tout vous gardez simplement toute au la beurre. graisse pour faire ça? Ouais, oui. Ah oui, Ah quand non, la graisse du canard, je la dégraisse D'accord, totalement. d'accord. Hein. Donc vous mettez Et une échalote, de l'oignon. des échalotes, un peu d'oignon, un peu Ouais, d'ail. ça, c'est Voilà. ça, le talent de Christian Constant, c'est dans le jus. Le jus, il est trop Voilà, fort. c'est vrai que le jus est bon et va bien avec le canard. Bon, super. Voilà. On a Et on va assaisonné, déguster. bien sûr, on va Et on va- déguster. Voilà. Hop. Là, c'est un peu gros peut-être, non? Très bien, donc ces recettes, elles sont donc revisitées par Christian Constant et Yves Candeborde. Ce livre est publié chez Michel Lafon. Et puis donc, régalez-vous avec ces promenades en bord de mer et étonnement heureux. C'est un livre qui donne envie de partir, quoi, d'y aller et d'aller le voir, ce fameux coucher de soleil à 1000 km de Tahiti, hein, c'est ça? Eh oui. Bah oui, c'est ça. Vous avez de la chance, profitez. Mais comme vous le disiez, la vie, sa vie, on se la choisit, on se la fabrique. Il faut avoir un peu d'audace et prendre des risques. Oui. Hein, c'est ça Les aussi risques sont la faits pour être philosophie. pris. Voilà, très bien. Merci, cher amiral, d'être venu nous voir. Avec trop. Et profitez bien alors. Et c'est publié au Cherche Midi. Merci, ma Au petite revoir, bonne journée. Tout de suite, c'est Thierry Beccaro, bien sûr. Au revoir, merci. Merci. Allez, on continue. Ça a l'air bon, ça. Hein